Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'on a de la chance, on reçoit Michel Philippot. Bonjour Michel Philippot. Bonjour Serge. Pourquoi on a de la chance? Puisqu'on l'a su dans la nuit, 2 heures du matin, un accord, on peut qualifier ça d'historique, un accord historique entre donc la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon et les Verts, les Verts portés par Yannick Jadot, dernière présidentielle, pour dire nous allons aller ensemble aux prochaines législatives et dans chaque circonscription, on n'aura pas une opposition entre personnes de la même sensibilité, la sensibilité dite de gauche, mais on va essayer d'aller proposer une alternative aux Français, je ne dis pas au combat, proposer une alternative aux Français qui serait censée enrichir la présidence Macron avec une sorte de cohabitation sur des valeurs différentes. Alors Michel Philippot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque je peux le dire, vous êtes quand même proche de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes son conseiller à tous les problèmes écologiques. En tout cas, je coordonne la question écologique dans le livret planification écologique avec Martine Billard, oui, voilà. Voilà. Donc cette nuit, vous avez suivi un peu ça, on s'était hier au téléphone, vous me dites rien n'est fait, et puis voilà, hop. En tout cas, il y a un premier accord. Alors, comme vous parliez de la France Insoumise, en fait, il y avait déjà eu un élargissement pendant la campagne présidentielle parce qu'il y avait en fait la moitié des personnes qui étaient issues de la mouvance de la France Insoumise et on a essayé d'ouvrir à des acteurs culturels, à des acteurs, des militants environnementaux sur la question environnementale, des militants sur la question démocratique et donc on avait déjà l'Union populaire, c'était déjà quelque chose un peu d'élargi. Et aujourd'hui, cette dynamique, d'abord on a renommé. Ça s'appelle la nouvelle Union populaire écologique, sociale écologique et sociale. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre de nouveau et j'espère que ça va continuer et que les socialistes et les communistes vont continuer à co-construire avec nous. Alors, le calendrier, je crois que, moi je peux le dire, pas vous, mais à 99%, vous allez être le candidat de la gauche dans la première circonscription des Hautes-Alpes. Alors moi, je peux absolument pas dire ça parce que je suis à l'écoute évidemment de ce qui va se passer et puis je ne fais absolument pas campagne pour moi et pour ma poire. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un autre candidat qui est choisi ou s'il y a un candidat, par exemple, que dans les accords socialistes ou communistes, il devait y avoir quelqu'un d'autre, je me retirerai, quoi. Je veux dire, parce que c'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté d'être des personnes... au service de quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand, qui est cette fameuse union populaire écologique et sociale, quoi, voilà. Quel est le calendrier selon vous? Ça va se décanter? Quand est-ce que vous pourrez dire officiellement, rajouter le pourcentage, le 1% qui fait que vous allez pouvoir dire, ça y est, je suis votre candidat? Bien, là, aujourd'hui, on sait visiblement qu'avec les accords, avec les écologistes, on garderait la circonscription. Donc, ça serait moi, puisque moi, j'ai été choisi, je veux dire, comme chef de file de l'Union populaire. Après, dans les accords avec Europe Écologie Les Verts, dans l'élargissement, je garde la circonscription. Mais il y a encore des négociations avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste, et là il peut y avoir encore quelqu'un d'autre qui prendrait ma place, et ça serait avec joie, et dans tous les cas, en tout cas, Vous êtes prêt, mais vous n'êtes pas figé. Si quelqu'un d'autre se présente, vous le suivrez. Tout à fait, voilà. Mais c'est-à-dire que les accords se font au niveau national, et puis on est tous au service de cet élargissement, de cette dynamique, qui, à mon avis, peut être victorieuse, et je le sens de plus en plus. Alors, je pense même que vous avez déjà préidentifié, je crois qu'on peut le dire, celle qui serait votre suppléante, on peut donner son nom? Oui, en tout cas, pour le moment, c'est Dominique Devers qui a été choisi par l'Union populaire comme suppléante. C'est une Gapençaise, je crois. C'est une Gapençaise, oui, qui a fait un travail formidable avec les quartiers populaires de Gap et qui d'abord ont bien voté aux élections présidentielles. On a eu vraiment une augmentation très remarquée dans ces quartiers-là, quoi. On peut dire que, rapide retour avant de refocaliser sur vous, Michel Philippot, parce que vous avez une personnalité qui mérite qu'on s'y arrête un peu quand même, atypique et très riche. Cette dernière présidentielle, c'était peut-être une fierté pour les gens comme vous de la France Insoumise et ceux qui portent le message de Jean-Luc Mélenchon, de voir toute cette jeunesse qui a voté pour vous. Une majorité de jeunes a voté pour vous. Quand on voit les tranches d'âge, on s'aperçoit que s'il y avait que les moins de 30 ans qui avaient voté, Jean-Luc Mélenchon serait président de la République. Et je vais vous même donner un scoop, parce que dans les sondages, dans les derniers sondages qui viennent de paraître, 18-24 ans, si on a une union large avec l'Union populaire, mais avec les Verts, et puis si ça va plus loin, avec le Parti socialiste, le Parti communiste, le NPA, je sais qu'il y a aussi des discussions avec Jean Lassalle,
eh bien on est à 49% chez jeunes. 49% au premier tour. Donc c'est une victoire écrasante face évidemment à l'urgence climatique que peut-être eux ressentent de manière beaucoup plus forte. On a très peu de temps pour agir et on a une possibilité, d'être au pouvoir, puisque Jean-Luc Mélenchon a demandé d'être élu Premier ministre, parce que s'il y a une majorité de députés, on peut mettre en place notre pouvoir et répondre à cette urgence climatique qui est vraiment pour moi essentielle. Être élu Premier ministre, alors on sait que c'est le président de la République qui désigne le chef du gouvernement, c'est un magnifique coup de com' d'abord. Ouais, c'est un coup de com', mais à la fois ça transfère une réalité, ça parle d'une réalité, c'est-à-dire que s'il y a une majorité de députés qui sont de l'Union populaire écologique et sociale, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, eh bien il y a moyen. Il y a vraiment moyen, puisqu'il doit composer avec l'ensemble des députés, puisqu'à un moment, c'est cette majorité qui confirme le vote présidentiel, et donc il ne peut absolument pas ne pas choisir quelqu'un qui ne ferait pas partie d'une majorité si on est majoritaire. Vous avez compris cette nouvelle adhésion de la jeunesse, c'était un phénomène des élections présidentielles de 2022, cette adhésion de la jeunesse au message de Mélenchon. Ça n'avait pas été le cas en 2017, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'était déjà fort, mais c'était pas... Voilà. Il a réussi une martingale, ou c'est vraiment l'émergence, la prise de conscience générale de toute une génération de l'urgence climatique qui a fait que le vote est allé plutôt bizarrement, entre guillemets, vers Jean-Luc Mélenchon que celui qui portait le message écologiste, Yannick Jadot? C'est un problème de charisme, de personne, de visibilité? Non, moi je pense que, alors là je parle un peu parce que j'ai co-coordonné les questions programmatiques, je pense qu'on a un programme extrêmement fort sur la question écologique et qu'on continue, et c'est pas pour rien que c'est avec les premiers avec qui on fait l'alliance, avec Europe Écologie Les Verts, et là c'est aujourd'hui, parce qu'on a un programme sur la question du bâtiment, sur la question de la forêt, sur plein de points qui ont été notifiés comme extrêmement forts par toutes les organisations, que ce soit Greenpeace, que ce soit par toutes les organisations écologiques qui nous ont vraiment mis comme étant quelque chose soit d'excellent ou de très bien au niveau écologique, quoi. Voilà. Ça a dû être, je pense, le cœur de la négociation. Quels étaient les points de convergence et les points de divergence entre les écologistes Yannick Jadot et la France Insoumise de Mélenchon pour créer cette union populaire? Alors d'abord, je pense qu'on avait énormément de convergences. L'urgence écologique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale, et donc il fallait remettre ça en musique. Alors c'est clair que on a pas mal discuté de la question des traités européens, par exemple, et on voit en fait qu'on est pas mal d'accord, parce que hors de toute caricature, des gens parfois nous caricaturaient en anti-européens, et comme Europe Écologie Les Verts avait le mot Europe dans son propos, comme uniquement pro-européen. Or, Julien Bayou avait écrit un livre pour sortir des traités. Donc, je veux dire, voilà, il y a véritablement des points communs qui ont été écrits cette nuit de manière très très précise sur ce qui nous unit là-dedans. Évidemment, nous, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe pour des questions racistes comme la Hongrie ou comme la Pologne a pu le faire. Nous, on dit d'abord que l'Europe a pu apporter des choses intéressantes, mais on montre des impasses. Par exemple, moi je prends un exemple, si on veut interdire le glyphosate, eh bien, il ne faut pas le faire au dos de nos agriculteurs locaux. C'est-à-dire il faut effectivement pouvoir aussi l'interdire à la frontière, et il faut pouvoir que l'Europe sorte parfois des accords libres et non faussés, parce que si on a des pesticides qui viennent de Chine et des produits qui viennent d'Afrique du Nord et qui viennent d'un peu de partout et qui font crever nos paysans, parce que nos paysans ne pourront plus produire, nous c'est pas notre ligne. Nous on veut c'est développer notre agriculture paysanne rurale et lui donner toute... plein d'enthousiasme pour qu'ils puissent aussi une sorte de protectionnisme, protectionnisme au sens de protéger nos agriculteurs, voilà. Alors vous avez fait le lien, si jamais vous êtes élu, si vous êtes désigné et si vous êtes élu député, bien sûr vous serez député de cette Union populaire, mais avant tout député des Hautes-Alpes, en tout cas vos électeurs le pensent. Donc quelle vision vous avez sur les Hautes-Alpes aujourd'hui, et quelles sont, avec votre vision très, très ancrée dans le développement durable et l'écologie, quelle est votre vision des Hautes-Alpes aujourd'hui et les grands enjeux de demain? Alors on a un travail à faire en profondeur au niveau démocratique dans les Hautes-Alpes. Avec une quinzaine de militants, on avait auditionné tous les habitants des Hautes-Alpes, on en avait auditionné plus de 500 pour leur demander comment ils allaient. On voulait absolument des questions ouvertes
pour ne pas biaiser le jeu. Et donc on leur demandait comment ils allaient. Une fois qu'on avait écouté pour prendre un peu le pouls de nos citoyens, de nos habitants des Hautes-Alpes, on leur demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à vos problématiques et qu'est-ce que vous faites vous. Eh bien, moi j'étais très étonné. Pour beaucoup de Haut-Alpins, la vie s'est déjà effondrée. Moi je vois Dominique qui vendait au pied des stations de ski ses châtaignes et qui n'arrivait plus à cause de la crise du Covid ou qui les vendait de moins en moins parce que la neige était de moins en moins fréquente. Je vois des gens qui avaient perdu leur emploi précaire dans les stations à cause de, à la fois effectivement de la crise Covid, mais déjà du manque de neige. L'effondrement, je vois aussi, l'effondrement c'est une réalité pour pas mal de hauts-alpins. Alors on ne le voit pas toujours, mais c'est pas mal de gens qui n'arrivent plus à bloquer les fins de mois à cause du prix des déplacements dans les Hautes-Alpes. Il faut se déplacer et puis on n'a pas de ligne de chemin de fer digne de ce nom dans les Hautes-Alpes et souvent elles sont chères, quoi. Et donc il y a une réalité de l'absence aussi de services publics dans la ruralité et beaucoup de gens disent les magasins sont loin. Il y a une difficulté aussi par rapport à l'hôpital. Moi je me souviens d'une dame qu'on avait interrogée à Rozan qui nous disait les médecins, on n'a plus de médecins nous à Rozan et puis on doit faire des kilomètres et on a un certain âge et c'est quelque chose qui nous angoisse. Et donc de toutes ces auditions citoyennes, c'était une formidable parce qu'on partait d'eux, on ne s'était même pas identifié France Insoumise et il y avait même des gens qui nous avaient rejoints proches des Gilets jaunes et en fait on a vraiment pu sentir en profondeur il y a un dégagisme profond dans les Hautes-Alpes et que si à un moment il n'y a pas une issue hors du libéralisme, du bloc de Macron, eh bien l'issue elle ira dans un vote dégagiste quel qu'il soit parce que les gens à un moment souffrent de la question de l'éloignement des services publics, d'une ruralité qui n'est plus écoutée. Donc si je résume ce que vous avez dit, il y a le problème de la mobilité puisque les transports en commun en espace rural diffus, c'est un peu une gageure, hein, c'est encore la voiture individuelle qui prime, l'augmentation du prix de l'essence donc obère le pouvoir d'achat des citoyens haut-alpins. Le deuxième, c'est l'accès à l'emploi qui est de plus en plus difficile avec un modèle économique autour des stations qui fait que le manque de neige aussi, le modèle de la station et du ski alpin s'effondre, c'est toute une économie qui va se dissoudre, le problème des services publics qui disparaissent et la solution Maison France Service vous apparaît peu en tout cas intéressante mais pas suffisante, et puis le problème de la médecine qui est effectivement déserte. Donc c'est un peu les quatre grands enjeux si je résume. Alors ça, et au-delà que nous, la France Insoumise, on risque de créer des milliers d'emplois pour des petites entreprises. Parce qu'il est question de lancer pas mal de... On va créer des centaines d'emplois dans l'agriculture, par exemple. Parce qu'on doit relocaliser une agriculture qu'on veut le plus bio possible, puisque nous, on est contre les accords de libre-échange. Donc, il va falloir produire local et produire pour les villes, puisque nous, c'est la cantine bio. Donc, il va falloir véritablement avoir plus d'agriculteurs et plus d'agriculteurs qui travaillent en bio avec effectivement de la demande qui va être derrière. Alors, il y aura aussi toute une réflexion sur les matériaux de pays. Moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de travailler, c'est-à-dire travailler avec des carriers qui aujourd'hui jettent énormément de terre et on peut véritablement travailler avec de la terre crue, travailler avec le bois de nos forêts, non pas pour le brûler, mais pour en faire, pour retravailler un autre mode constructif, parce qu'on peut construire autrement et diminuer énormément nos gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, on a un plan d'embauche dans les Hautes-Alpes et de demande et de s'adresser aux entreprises. C'est l'embauche privée, on est d'accord que c'est l'embauche privée. Pas de la commande publique, mais c'est l'embauche privée. Mais c'est par la commande publique qu'on aura besoin du privé. Et nous, tous ces gens, la priorité, c'est que peu de gens le savent, mais on s'adresse à tous ces entreprises ou ces petits entrepreneurs qui sont précaires, parce que nous, on va leur donner véritablement de l'emploi parce qu'on a des demandes qui viennent du public et parce qu'on a une réorientation avec la planification écologique. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous et on sait qu'on va créer, si on va vraiment dans cette loi de la planification écologique et de la règle verte, des milliers d'emplois dans les Hautes-Alpes si on prend tous les secteurs confondus. Alors les Hautes-Alpes, c'est le tourisme, les Hautes-Alpes, c'est aussi. Surtout, et on sait que la grande majorité du chiffre d'affaires des Hautes-Alpes, c'est sur le tourisme hivernal, autour du modèle du ski alpin. Dans votre planification écologique, quelle est la place du ski alpin et comment on fait évoluer cette économie ? Alors d'abord, je vais vous expliquer la méthode et après je pourrais expliquer aussi ma vie derrière cette méthode parce que c'est ma vie cette méthode et nous dans le plan de la planification écologique, la première chose qu'on fait, c'est on fait des réunions dans chaque commune.
dans chaque commune pour écouter les besoins des gens. Donc c'est un peu comme on avait fait les auditions citoyennes en prémisse, mais dans chaque commune, c'est-à-dire à La Forie, à Montbran, à La Haute-Baume, à UPEX, eh bien on fait des réunions de citoyens pour essayer d'écouter c'est quoi leurs besoins. C'est quoi leurs besoins par rapport à l'éloignement du territoire. Et à partir de tout ça, on va essayer d'écouter à la fois les besoins et de mettre en lien la ligne de la planification écologique, c'est-à-dire ne pas prendre plus à la nature qu'est-ce qu'elle peut elle-même reconstituer. Eh bien, à partir de cela, eh bien, on va créer des emplois et réfléchir avec les gens, mais c'est vraiment à partir des gens qu'on va réfléchir. Et donc, j'ai une méthode que j'appelle le Rubik's Cube des luttes et le Rubik's Cube des opinions. C'est ma vie qui m'a appris ça. C'est à un moment, on a travaillé un programme dans le bâtiment, et je vais y revenir à vraiment ce que je veux faire dans les Hautes-Alpes. En gros, on voulait travailler dans le bâtiment, on voulait à la fois effectivement réduire les gaz à effet de serre. C'était notre objectif principal parce que le bâtiment produit 33% des gaz à effet de serre. Eh bien, pour cela, on s'est mis à écouter des associations qui disaient il faut arrêter d'artificialiser les sols. Et si on les artificialise pas, parce que effectivement ça tue la biodiversité. Donc on a écouté ces associations qui disaient il faut plus construire. Et puis juste à côté, on écoutait la Fondation Abbé Pierre qui nous disait il faut construire, il y a des gens à la rue, il faut isoler plein de logements parce qu'il y a des gens précaires. Et donc vous voyez, deux opinions différentes. Nous on les a mis en débat comptoir. Légitimes toutes les deux, des combats extrêmement importants, et on les a mis ensemble pour essayer de construire un programme. Mais ça allait plus loin, parce qu'après on a écouté des entrepreneurs qui nous disaient il faut construire, mais nous le problème c'est qu'on perd tous nos contrats au niveau local parce que c'est des grosses boîtes qui prennent tout à cause de la concurrence loyale et non faussée. Eh bien, on leur a fait rencontrer aussi des travailleurs détachés qui subissaient... À cause des règles de la commande publique aussi. À cause des règles de la commande publique. Et ces travailleurs détachés qui venaient de Roumanie, de Bulgarie, qui étaient sous-payés ou avaient des contrats extrêmement précaires et où il y a un mode de dysfonctionnement. Ou pourquoi on a besoin d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs et ils viennent chez nous parce que ils sont moins bien payés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges sociales ou donc parce qu'on fraude. Ça, j'ai bien compris. Et tous ces gens-là, on les a mis ensemble. Retravailler plutôt entre nous, ensemble, essayer d'animer les éventuels différents points de vue pour trouver un consensus sur agir. Alors, je vais répondre très concrètement. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, c'est ensemble qu'on va construire par rapport comment on va faire avec le manque de neige. Eh bien, il va falloir écouter d'un côté des restaurateurs qui vont perdre des choses et puis à la fois des saisonniers par rapport à... Et comment on va essayer de faire un territoire de montagne des 4 saisons. Comment on va essayer de réfléchir, mais à mettre tous les acteurs autour de la table. Et je pourrais prendre la question du loup, c'est la même chose. Comment on va écouter à la fois ces agriculteurs qui perdent... Qui souffrent, et des agriculteurs qui vivent au SMIC, et qui ont perdu leurs bêtes. Et moi, je le vois, dans les Hautes-Alpes, c'est la 7e fois que j'ai rencontré un loup, et dont la dernière fois à 1,50 m de moi. Donc, je veux dire, il y a un problème. Mais ça, on le règle ensemble et collectivement. C'est pas à Paris qu'on décide de ce qu'on va faire. C'est nous... Pour nous, la planification écologique et toute cette réflexion, elle se co-construit avec les citoyens, elle se co-construit avec des entrepreneurs, elle se co-construit avec des personnes qui ont été malmenées. Et je prends un dernier exemple. On a co-construit... Effectivement, nous, avec des gens qui voulaient construire autrement en bois, en terre crue, en paille, quand on avait travaillé sur ce programme sur la construction, mais on a co-construit aussi avec les syndicalistes de chez Lafarge qui vivaient la délocalisation du clinker en Chine et ailleurs. Et donc, il faut mettre tout le monde autour de la table. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une capacité décisionnelle au niveau local. Voilà, c'est vraiment ça. On veut redonner le pouvoir aux communes que la loi NOTRe Je voulais vous entendre là-dessus. On a tendance à penser, surtout quand on voit Jean-Luc Mélenchon et un certain centralisme démocratique, quand même une certaine autorité naturelle, et peut-être, vu de l'extérieur, et je peux me tromper, une difficulté à partager le pouvoir. Est-ce que vraiment cette loi NOTRe, c'est-à-dire celle qui enlève beaucoup de compétences au maire, celui qui est sur le plus de terrain, pour l'intercommunalité ou la région ou même l'État, il y aura un retour là-dessus si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, on redonnera des compétences au maire ? C'est l'organe du pouvoir, l'essence du programme. C'est pour ça qu'il est venu à Barcelonnette. Il est venu à Barcelonnette pour présenter véritablement son pouvoir aux communes. Il a choisi la commune d'Éour pour la question écologique, symbolique pour des choses symboliques, mais la commune de Barcelonnette, c'était pour faire un appel à toutes les mairies du 05 à montrer que le cœur du pouvoir, c'était les communes. Aujourd'hui, quand on a auditionné 500 habitants, on a auditionné, nous, une quarantaine de maires. Les maires, ce qu'ils disent, nous, on a perdu du pouvoir avec la loi NOTRe. Et il y en a pas mal de maires qui nous disent, nous, on est
complètement enseveli par la bureaucratie. Et à la fois, on a aussi perdu du pouvoir parce que, alors je vais essayer de le dire, alors je ne le dis pas avec les mots des maires toujours que j'ai entendus, mais en fait, il y a énormément de bureaux d'études qui réfléchissent à notre place. Et nous, le pouvoir décisionnaire qu'on a, il a été prémâché. On n'a plus le vrai pouvoir décisionnaire, c'est parfois les bureaux d'études. Et si on ne suit pas les préconisations du bureau d'études, on n'a pas la subvention. On n'a pas la subvention, on n'a rien derrière. Et donc, comment on redonne ce pouvoir non seulement aux maires, mais à tous les habitants de la commune, d'où nous cette idée de planification écologique qui va partir de chaque village. On avait vraiment voulu avoir un débat, nous, à l'époque, de la présidentielle, parce que pour nous, c'était à partir de la présidentielle qu'on pouvait redonner le pouvoir aux communes et avoir vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour reprendre ce pouvoir décisionnaire. Parce que les gens vont plus voter. Quand ils savent que c'est la Comcom qui gère tout et que ça se fait de Sisteron à Rozan, en passant par, je prends un exemple d'une cette communauté grande de communes. intercommunalité qui regroupe 2 régions et 3 départements. Le maire de Chanous, il se dit, moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a plein de choses qui doivent être préoccupantes. Nous, on s'est rendu compte que c'est sur la question de l'eau. Moi, quand je parle du maire de Chanous, lui, c'est sur la question de l'eau qu'à un moment, il était intéressé par la démarche de Jean-Luc Mélenchon. Or, il venait pas de ce bord-là du tout. Et notre objectif, c'est faire de l'union populaire. Et vous m'avez appelé tout à l'heure de gauche. Moi, je me sens pas spécialement de gauche. On veut faire l'union sur un projet qui est long, qui est écrit, qui redonne du pouvoir aux communes et qui veut mettre plein d'acteurs ensemble. Et effectivement, notre blog, c'est pas pour donner le pouvoir au CAC 40, c'est pouvoir donner le pouvoir aux citoyens. Alors finalement, votre gageur, c'est de dire effectivement une union populaire avec quelqu'un, même si vous ne revendiquez pas de gauche, vous êtes aujourd'hui dans cette sphère historique. Voilà. Et donc, c'est de dire ce sud du département qui beaucoup a placé Marine Le Pen en tête, on peut en 6 semaines transformer ce vote en vote pour plutôt l'Union populaire autour de valeurs de gauche. Mais je pense que le vote de Marine Le Pen montrait quelque chose d'extrêmement fort dans nos auditions citoyennes. Il y a une volonté dégagiste. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus. Moi, je me souviens de cette enseignante à Gap qui nous dit dans son interview, moi, j'ai appris à 48 heures à l'avance que je n'aurais pas mes élèves en classe 2 jours plus tard. Et elle dit, or, on avait prévu des activités. Je me souviens de ce restaurateur à Gap qui nous dit, on a dû tout jeter pendant le confinement. Il faut bien qu'on réfléchisse avec les gens, et là je m'adresse aux auditeurs. Quand c'est le marché qui dirige nos crises qu'on va avoir, et que c'est le marché qui laisse tout faire, le seul levier, c'est la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas mis les lits d'hôpitaux qu'il fallait, à un moment, on doit confiner. On doit faire un pass sanitaire. On doit réprimer la liberté individuelle. Moi, je me suis éminemment opposé dans les Hautes-Alpes à la question du pass sanitaire parce que c'est une méthode de fonctionnement que je ne peux pas accepter. On ne va pas diriger un pays en réprimant les libertés individuelles. Or, si on n'essaye pas de co-construire quelque chose collectivement, c'est vers ça qu'on va. C'est pour ça qu'il faut redonner du pouvoir à toutes les personnes qui se sentent éloignées du pouvoir politique et dégager ces élus qui, parfois, à un moment, ne comprennent pas l'enjeu qui se passe. Alors au niveau local, justement, vous parlez de dégager des élus. Au niveau local, faisant un rêve, faisant un peu d'utopie, mais la politique c'est de l'utopie. Vous êtes véritablement investi comme candidat. Vous partez donc en campagne, une campagne assez courte, 12 juin, c'est dans 6 semaines. Vous vous positionnez, comment vous voyez vos éventuels adversaires? Quelle vision vous avez sur vos challengers, ou en tout cas ceux qui, comme vous, dans un débat démocratique que l'on espère riche sur les idées, non pas sur les personnes, qui vous voyez en face de vous et quelles vont être vos différences? Alors d'abord, en quelques mots, par rapport à la campagne, ce que je suis super intéressé et super content, c'est que là, il y a plus de 210 personnes qui nous ont dit on est prêt à faire quelque chose. Donc des militants qui vont se mettre dans un village, faire une réunion publique, informer, etc. Et ça, c'est super. Alors, nos adversaires qui on voit, j'espère que j'aurai Madame Boyer en face de moi qui va nous expliquer son mandat, qui va nous expliquer, je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a voulu faire, elle. Moi, je pense qu'elle a été au service d'un certain système. D'abord, on a parfois vu des députés voter en cadence. Et donc, moi, j'espère que je vais avoir Madame Boyer qui va pouvoir nous parler de ce qu'elle a voulu faire comme perspective. Et puis, on aura aussi certainement quelqu'un du RN. En fait, pour moi, il y a 3 blocs aujourd'hui. Il y a un bloc, je vais dire, de l'Union populaire qui veut essayer de se réapproprier le pouvoir. Que vous incarnez. Voilà, que j'essaye d'incarner. Il y a un bloc qu'on appellerait libéral et pour moi, que je trouve beaucoup trop lié au CAC 40 et pas assez à la petite entreprise locale. Et il y a un bloc qui, pour moi, va diviser notre peuple. C'est-à-dire un bloc,
voilà, Marine Le Pen, Zemmour, et qui pour moi va diviser les uns contre les autres, et va faire un dégagement pas par le haut pour moi, et va recroqueviller nos habitants les uns contre les autres. Eh bien, j'ai envie de les rencontrer chacun sur des débats de fond, c'est-à-dire montrer... pour moi, il faut s'attaquer aux causes des choses et pas aux conséquences. Je prends l'exemple, il faut effectivement s'attaquer aux causes des migrations, c'est-à-dire des grands accords qui à un moment font que les gens bougent dans leur pays parce qu'il y a le marché qui a tout tué. Il faut s'attaquer aux causes du réchauffement climatique qui un jour va faire qu'il y a des migrations qui vont arriver parce que la montée des eaux sera insupportable et que les gens ne pourront plus habiter à l'endroit où ils sont. Et donc en s'attaquant aux causes, c'est beaucoup plus important que de s'attaquer aux conséquences, de se dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui est en train d'immigrer, qu'est-ce qu'on fait, point à la ligne, ou tout d'un... Donc il faut vraiment avoir une vue sur du long terme, construire sur du long terme et construire avec tous. Moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire et je pense que nous, on peut réellement unir notre peuple et j'espère à un moment qu'on aura cette 6e République qui va être ce foisonnement avec toutes les opinions qui sont dans la société française et qui se cherchent. On voit que la société française se cherche entre l'extrême finance, entre on ne sait plus, les gens ne veulent plus de ça, parfois ils ne vont plus voter. Eh bien, de tout ce peuple, on va devoir reconstruire. On vous sent heureux d'être dans les Hautes-Alpes parce qu'on en a dit 2 mots en conclusion, mais vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années professeur de philosophie en Belgique, à Tournai, et puis une aventure personnelle avec un combat écologique pour protéger les vôtres, puisque vous habitiez près d'une cimenterie, a fait que vous avez commencé à militer. Puis c'est de cette militant en acte pour défendre un territoire, ça vous a donné l'envie, et puis l'envie aussi de venir finalement à Éour. Et je le dis à nos auditeurs, donc vous avez écrit un livre, Un monde à construire ensemble. C'est l'idée un peu ce que j'essaie qui fait écho à la campagne aussi de Jean-Luc Mélenchon, un autre monde possible. Donc c'est pas plus qu'un projet de société ou quelques réformes, c'est penser le monde différemment qui vous a toujours habité. Alors oui, tout à fait, et j'ai plein de personnalités en moi. J'ai été à un moment militant dans la vie, militant sur les questions démocratiques, la question aussi environnementale, parce qu'il y avait pas mal d'enfants qui avaient le cancer là où je vivais, parce qu'il y avait de l'incinération de déchets en cimenterie, et on avait des enfants qui avaient le cancer. Et ben voilà, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant de me mêler à la question de la militance. Et puis moi, je me suis dit comment on arrive à allier des gens qui militent sur l'environnement, allier des gens qui militent sur la question sociale, allier des gens qui militent sur la question démocratique. Et ça a été un moment passionnant de ma vie, mais je voulais être pour un moment. Et puis c'est comme ça que j'ai à Éour développé des choses dans l'agriculture, dans la construction. À un moment, dans mon association, on a eu une dizaine de personnes qui travaillaient pour nous et on a essayé de construire quelque chose de pour avec un rêve d'un autre monde. Et puis à un moment on s'est dit on va pas faire que le petit colibri à la Pierre Rabhi, il y a un monde à construire ensemble qui est beaucoup plus large et c'est comme ça que mon engagement politique, je viens absolument pas de ce sérail-là. D'abord, j'ai pas les codes, j'ai pas ces choses-là et je veux vraiment qu'on essaye de construire quelque chose de plus large avec tout le monde et c'est pour ça mon engagement dans les Hautes-Alpes. Moi, je voulais pas être enfermé dans un petit village qui pense autrement, je veux rencontrer toutes les personnes du territoire avec des opinions différentes et comment on va arriver à faire quelque chose de positif et comment on arrive à se sortir de cet effondrement démocratique, social et écologique qui est vécu quand même par énormément de citoyens qu'on a auditionnés. Alors, et justement, énormément de citoyens, souvent on s'enferme dans sa propre communauté et on a l'impression d'être entendu parce qu'en fait on n'a que les siens autour de soi. Là je m'adresse aussi aux philosophes. Est-ce que vous allez trouver les codes et le langage pour parler à toutes et tous ? J'espère. Je prends souvent le symbole du Rubik's Cube. C'est-à-dire dans mes combats, quand on avait commencé à auditionner, on n'aurait pu avoir qu'un combat vert sur l'artificialisation des sols. Il fallait écouter le combat social des gens qui vivaient en précarité énergétique et où il fallait construire pour les sans-abri. On aurait pu ne pas écouter les entrepreneurs dans la difficulté qu'ils vivaient par rapport à leur perte des marchés. Et donc en fait, toute ma vie c'est ça. C'est d'essayer de faire un casse-tête chinois pour qu'on retrouve tout le monde autour de la table, mais je vais vous avouer qu'il n'y a qu'une seule personne à un moment qu'on n'a pas autour de la table, c'est le boursicoteur du CAC 40, parce que le monde à construire ensemble, parfois, il n'est pas vécu. Quand on se réapproprie vraiment ce monde, on le construit autrement, et les autres, ils doivent un peu se plier à une autre manière de faire. Merci Michel Philippot. Donc, merci, c'était très intéressant. On peut dire qu'on a certainement reçu, et je mets le conditionnel, celui qui sera
candidat sur la première Moi, je circonscription suis au service. pour l'Union populaire. On vous remercie de cette exclusivité. Et je ne suis pas aujourd'hui candidat parce que j'attends les accords qui de devrait fin de journée. intervenir assez vite, de fin de journée. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce Merci que à entre toi, Serge. l'idée et la mise en œuvre et la campagne, ça va être 6 semaines assez denses, 6 semaines pour convaincre et 6 semaines pour, j'espère, et là c'est une commande personnelle, un débat démocratique de bon niveau Et de hauteur. et respectueux des idées de toutes et Tout à tous. Merci, à la semaine prochaine pour Tout est politique. Merci.